5 cents chaque. Offrez-vous des... Pas cher. On peut vous en Hey, t'as-tu quelqu'un d'autre? Non, j'ai un expo. Je sais pas ce que va apprendre aujourd'hui, là. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. On est vraiment content de vous avoir aujourd'hui, surtout avec la belle conférence que vous allez avoir. Grâce à une subvention qu'on a de l'appui, on a des activités qui donnent la parole au prochain aidant. Parce que madame va venir, elle va vous présenter de l'information, mais elle va vous donner la parole. On a notre intervenant, M. Joseph-Désiré Avoineau, qui est avec nous depuis quelque temps, qui va vous présenter madame et qui va être avec vous. Je vous dis, je veux assister à cette rencontre-là parce que ça va m'être utile à moi aussi. Souvent, il peut nous arriver quelque chose dans la vie, on a besoin du CLSC. Alors, je vous dis bravo d'être venu, puis vous me le direz après. Je pense que vous allez avoir appris quelque chose. Alors, madame. Une fois de plus, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Je signale déjà que le mois de juillet, habituellement, il est particulier, étant donné que beaucoup de nos membres s'en vont pour des vacances. Il y a aussi des structures qui ferment en ces temps de vacances. Voilà pourquoi nous sommes partis de chez Harry pour retrouver nos locaux de l'AQDR ici pour cette formule café-conférence. Alors je vous remercie d'être là. Les services du CLC et leurs professionnels sont des ressources qui sont disponibles pour les proches aidants et leur aider en général. Si certaines personnes les ignorent encore, la conférence du mois de juillet qui se tient en ce 1er août apportera certainement un éclairage sur les services qui sont offerts dans les CLC, l'accompagnement dans l'évaluation des besoins à domicile, l'accompagnement dans les processus de changement de milieu de vie, l'accompagnement dans les situations d'abus et de négligence envers les personnes aînées, l'accompagnement dans les démarches d'homologation de mandats de protection et dans les démarches d'aide financière. Voilà tant de questions qui nous préoccupent comme aînés et comme proches aidants. Alors, pour en savoir dans les moindres détails, nous avons la joie d'accueillir ce matin Madame Raphaël Bérubé. Elle a un baccalauréat en travail social. Elle est membre des travailleurs sociaux depuis 2019. Elle a travaillé au CLSC de Beauport de 2019 à 2020 au programme de soutien à domicile avec les personnes aînées. Et elle a précédemment été en stage dans le même programme pendant une année. Elle a aussi travaillé dans l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, au programme des encéphalopathies. Elle a, malgré son jeune âge, certainement beaucoup d'autres expériences qui nous seront utiles. Et c'est une chance et un honneur pour nous de la voir ce matin. Avant de lui passer la parole, je voudrais nous rappeler que nous avons les fiches qui nous sont utiles. Parce que les réponses aux questions que vous donnez dans ces fiches-là nous aident en matière de statistiques et de rapports. Je vous prie de prendre le temps d'ici la fin de la rencontre pour les remplir et nous les remettre. Sans toutefois attendre, je passe la parole à Raphaël. Merci. Merci. Merci beaucoup de cet accueil. Ça fait vraiment plaisir d'être ici, là. Donc, c'est ça. Bon, j'ai déjà été présentée, mais c'est ça. Je suis travailleuse sociale, membre de l'Ordre. Et puis, en fait, même si
bon, présentement, je suis en congé de maternité, puis même si mon dernier contrat là, était à l'IRDPQ. Ma compagne, elle va arriver. Ah, je vais aller m'asseoir dans les... Par là. Ah, j'avais fait la chose. Plein écran. Oui, donc voilà, effectivement, j'ai travaillé là, au CLSC de Beauport, au programme du soutien à domicile avec les personnes âgées, et puis par la suite à l'IRDPQ. Et bon, par le passé, là, quand j'étais plus jeune étudiante, j'ai également travaillé dans des résidences privées pour aînés ou dans des CHSLD, donc j'ai été menée à côtoyer là, un peu ce groupe d'âge que j'ai beaucoup aimé côtoyer. Puis en travaillant au CLSC, j'ai réalisé souvent qu'il y a beaucoup d'informations qui sont méconnues. Donc j'étais contente de pouvoir venir ici là, partager avec vous l'information. Oui, c'est intime, mais c'est bien comme ça. Je suis une personne malentendante, puis au fond, je vous entends pas. Oui, je comprends. Puis s'il faut que je parle plus fort, n'hésitez pas à me le dire. Je vais m'ajuster. Ah, il y a quelqu'un. Non, c'est correct, c'est moi. C'est juste que je me suis aussi. Oui, s'il vous plaît, peut-être parler un peu plus fort. Oui, Oui, je vais monter le son. Donc voilà, j'ai réalisé qu'en travaillant, là, c'est ça, avec les personnes âgées, puis souvent leurs proches aidants, bien, il y a beaucoup d'informations qui sont méconnues, puis de ne pas savoir certaines choses, puis de se poser des questions. Quand on est proche aidant, bien, ça peut amener là, de l'anxiété, puis des inquiétudes. Donc, je trouvais ça intéressant là, d'avoir cette opportunité de venir partager avec vous, finalement, l'information que moi, j'avais l'habitude de partager là, avec les proches aidants. Parce que si j'ai bien compris, vous êtes, là, beaucoup d'entre vous, des proches aidants. Là, donc, j'espère vraiment que ma présentation va vous permettre d'apprendre des choses. Ce n'est pas toutes des choses que vous savez déjà. Puis, j'ai vraiment envie que ce soit interactif. Là, si vous avez des questions, il y a beaucoup de sujets que j'aurais pu aborder. Donc, j'ai dû me limiter là, à certaines choses. Mais n'hésitez pas là, si vous voulez plus de précision. Donc, voilà, je viens vous présenter les services du CLSC. Donc, j'ai fait vraiment là, une première partie sur, finalement, le mandat du CLSC, quels sont les professionnels, les différents services. Mais je voulais aussi faire une petite partie, là, en deuxième partie, pour parler des proches aidants. Hein, parce que moi, finalement, c'est davantage avec les proches aidants que j'ai travaillé. Et il y a beaucoup souvent de questionnements, il y a beaucoup de besoins. Donc, c'était de pouvoir aborder ça avec vous, parce que peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi dans ces informations. Puis finalement, je voulais intégrer une troisième partie là, sur, j'ai appelé ça informations diverses. Donc justement, là, tout ce qui est des fois des crédits d'impôt, les fameuses mesures de représentation, d'inaptitude. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de croyances ou de mythes des fois, mais j'ai réalisé que c'était pas toujours bien compris. Donc je pense que quand on est une personne vieillissante, c'est toutes des choses qui sont pertinentes là, à savoir, que ce soit pour vous-même ou pour vos proches finalement. Donc voilà le plan de ma présentation. Puis comme je vous dis, n'hésitez pas là, à m'interrompre. Pour moi, ça va me guider aussi là, d'avoir vos questions, de savoir c'est quoi votre besoin vraiment là, en termes d'information. Donc, est-ce que c'est mieux le son? Oui. Oui. Oui, le merci. volume. Parfait. Donc, le mandat du CLSC. Donc, le mandat du CLSC, là, évidemment, le CLSC, c'est un organisme gouvernemental public. Donc, c'est selon là, la politique ministérielle que le CLSC intervient au niveau du soutien à domicile, soutien à l'autonomie des personnes âgées. C'est ça le programme. Donc, c'est la politique chez soi le premier choix, dans lequel le but, finalement, c'est de vraiment permettre un maintien à domicile le plus longtemps possible. Évidemment, quand on parle de maintien à domicile, on veut que ce soit sécuritaire.
Donc, c'est là que le CLSC vient en aide parce qu'on veut que les personnes puissent rester chez elles le plus longtemps possible. Mais évidemment, ça doit être sécuritaire. Et parfois, ben, on atteint certaines limites. Le CLSC a quand même une limite des services qu'il peut offrir. Donc, à ce moment-là, le CLSC va avoir comme mandat d'accompagner les gens dans les recherches d'alternatives quand c'est plus possible de rester à domicile. Donc, il y a la notion de domicile. De quoi on parle quand on parle de domicile? Bien, ça peut être la maison, ça peut être votre appartement, mais quand on parle des résidences privées pour aînés, c'est aussi le domicile. Parce que ça reste un établissement privé. Ça reste un établissement privé, donc c'est considéré comme le domicile de la personne quand elle vit en résidence privée pour aînés. Puis donc, c'est encore possible que le CLSC intervienne dans les milieux là, de résidence pour aînés, parce que c'est un partenariat finalement entre le CLSC puis les résidences. Donc, nous, on travaillait beaucoup là, en collaboration avec les résidences. Évidemment, les services qui sont offerts en résidence, ben, le CLSC n'a pas besoin de les offrir, mais parfois le CLSC va venir compenser certains services, notamment dans les résidences qui sont pour personnes plus autonomes. Mais si une personne a quand même besoin d'un bain par semaine, ben, le CLSC peut envoyer quelqu'un. Donc voilà. Oui, monsieur? Oui? Le numéro de téléphone, là, oui. Est-ce que des gens de Beauport peuvent téléphoner là? Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment, ça s'appelle l'accès intégré. Donc, c'est pour toute la capitale nationale. Ah, toute la capitale nationale? Oui, c'est ça. C'est la porte d'entrée. C'est le guichet d'accès qu'on appelle. Donc, n'importe qui a besoin d'un service, c'est ce numéro-là. Puis là, vous allez être redirigé. Vous allez parler à un intervenant qui va évaluer vos besoins, puis envoyer votre demande au bon programme. Donc, par exemple, le CLSC soutien à domicile. Si on appelle le 811, ils vont nous le donner. Oui, ça pourrait être ça aussi. Ils vous redirigeraient. Là. Donc, le 811, c'est une bonne porte d'entrée aussi, mais si vous voulez vraiment faire une demande de service, ça va être à l'équipe Accès. Ça, c'est toujours sur la région de Québec? Oui, bien, toute la région de Québec. Oui, c'est ça. C'est pas Montréal. Là, donc, la Rive-Sud, par exemple? Non, Rive-Sud, c'est un autre CIUS, c'est Chaudière-Appalaches. Donc, ça, c'est le CIUS. C'est Port-Neuf aussi, puis la Malbaie aussi? Oui, jusqu'à Charlevoix. Bon, okay. J'imagine la publicité énorme que vous devez faire sur ce numéro de téléphone-là. Oui, bien là, après, je ne sais pas si c'est ça, c'est juste Capitale Nationale, mais il vous redirigerait là, dans tous les cas si c'est un autre numéro. Oui, il faut être déjà inscrit au CLSC pour avoir des services? Non, c'est ça. Du moment que vous avez une carte d'assurance maladie, là, finalement, il suffit d'appeler, puis eux vont vous inscrire au CLSC. Parce que le CLSC, c'est large, il y a plusieurs programmes au CLSC. Il y a les programmes pour la jeunesse, donc le CLSC, c'est très large. Mais il y a différents programmes au sein du CLSC, dont le programme du soutien à domicile pour les personnes âgées. Est-ce que ça répond bien? Est-ce que monsieur pourrait me donner un crayon? Oui. Avez-vous des crayons en envers? Oui, commencez par ça. Merci. Vous n'avez pas de papier, hein, suite à votre présentation? Non, je pourrais toujours faire un petit courriel. Voilà, des papiers pour les gens qui en Non, mais ce qu'il voulait, c'est voir si savoir vraiment un compte rendu écrit, mais... Oui, ben, moi, je pourrais envoyer la présentation, puis peut-être rajouter des sur liens. Internet? Je ne sais pas à qui, là, mais je peux l'envoyer, comme ça pourrait être repartagé. C'est lui qui le partage. Ah. Comme ça, ce qui est là-dedans, vous n'avez pas besoin de le noter. Je pourrais rajouter peut-être aussi des liens Internet. Oui. Puis tu vois de faire un tour de table, de voir, on est soit proche aidant, ou non, nous-mêmes, on aimerait être justement aidés. Oui. Faire un tour de table rapide. Oui, tout à fait, on peut faire ça rapidement. Moi, ça va me donner une petite idée aussi, là, sans s'attarder trop longtemps non plus, mais... Ben, je peux prendre autrement dit. Je suis à la fois un et l'autre. Je suis proche aidant de ma fille, puis je suis proche aidant de ma blonde. Mais j'ai besoin, je vis seul à la maison, puis j'ai besoin d'aide aussi. Madame, Je suis de Chaudière-Appalaches, de toute façon. OK. Effectivement, on peut être les deux. On peut être à la fois aidant et aidé, hein, selon les époques où on se situe dans notre vie. Là. Donc, je pense que l'information va être pertinente pour vous. Là, puis,
Puis, on pourra, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, je cherche plus, autrement dit, de l'aide pour t'aider que justement, disons, je suis le prochain gars. Mais je pense qu'il peut y avoir de l'information pour vous. Puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. Là, il y a des tablettes, là, si vous en voulez, pour prendre. Ouais. Ouais, je vais t'en donner une, certain. Mais comme j'ai dit, je pourrais vous envoyer tout ce qui est écrit dans le PowerPoint, vous pourrez le recevoir. Oui, parfait. Donc voilà, je parlais de la notion de domicile, puis finalement la perte d'autonomie, parce que moi, au niveau du soutien à domicile, on intervient avec les personnes en perte d'autonomie. Donc la perte d'autonomie, elle peut être physique, ou elle peut être davantage cognitive, ou elle peut être un peu des deux. Hein? Donc cognitive, ben, c'est souvent on va penser aux troubles cognitifs, on pense souvent à l'Alzheimer, hein? Une personne là, dont les capacités cognitives sont en déclin, mais il n'y a pas que l'Alzheimer, il y a d'autres types là, de troubles cognitifs. Puis moi personnellement dans ma pratique, c'est beaucoup cette clientèle-là qu'on voit, hein, parce que quand nos capacités cognitives déclinent, ben, on a davantage besoin de soutien pour compenser finalement que quelqu'un doit nous prendre en charge. Donc, on va comprendre aussi que le rôle du proche aidant va dépendre des besoins puis du niveau là, de perte d'autonomie de la personne. Donc c'est ça. Elle peut être légère, comme elle peut être très avancée aussi, là, la perte d'autonomie. J'ai déjà passé à la prochaine. Donc voilà. Avant d'aborder les différents professionnels, ben, je voulais vous expliquer, c'est ça, qui peut faire une demande au CLSC. Ben, n'importe qui peut faire une demande au CLSC. Puis souvent, ce sont les proches qui font une demande pour la personne aînée, la personne en perte d'autonomie. C'est plutôt rare que ce soit la personne elle-même qui constate là, son déficit de capacité, puis qui appelle. Il peut y en avoir, mais généralement, ce sont les proches aidants qui appellent pour faire la demande au CLSC. Puis à ce moment-là, c'est ça, vous allez parler à un intervenant qui va vous poser beaucoup de questions, va vous demander de détailler c'est quoi la situation de votre proche, quels sont les besoins. Puis il y a toujours un besoin prioritaire qui est identifié. Hein, par exemple, si vous expliquez que vous appelez pour votre mère qui est en diminution de son autonomie physique, puis qui a besoin d'un bain par semaine, bon. Donc le besoin prioritaire, c'est une aide là, pour l'hygiène. Donc, on va envoyer le professionnel qui correspond à ça, c'est l'ergothérapeute. Parce que l'ergothérapeute va aller évaluer à domicile l'environnement, la sécurité. Puis ensuite, une fois qu'il y a un premier professionnel, ben là, lui, il peut vous référer vers les autres professionnels de l'équipe s'il y a d'autres besoins. Parce que souvent, il y a plus d'un besoin à la fois. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'équipe se déplace vraiment au domicile de la personne. On va vous rencontrer avec votre proche. Pour évaluer les besoins, évaluer l'autonomie aussi. C'est en fonction de ça ensuite qu'on fait les références là, vers les bons services. Je pense qu'il y avait une question. Oui. Mon conjoint est en processus d'évaluation pour du trouble neurocognitif. Et puis, bon, il y a beaucoup de perte de mémoire, mais c'est quand même léger. Il faut tout ça. J'ai appelé, moi, on me dit, en tout cas, tout le monde me dit, vite à ouvrir un dossier, parce que c'est long, le CLSC, tout ça. Ça fait que c'est ce que j'ai fait. Et on me dit que je ne pouvais pas ouvrir un dossier pour mon conjoint. C'était mon conjoint qui pouvait, lui seul, alors qu'il fait un déni complet. Là, il dit qu'il n'y a rien, tout est beau. Un déni là, persistant et complet. Je ne peux même pas lui en parler. Et puis, ils m'ont dit de rappeler lorsqu'il sera en état d'inaptitude prolongée et un danger pour lui. Là. Bien, je comprends qu'on... Non, ça me surprend d'entendre ça. Là. Bien, c'est ça, c'est qu'il y a la notion de consentement, hein, parce qu'une personne doit consentir aux soins. Donc, on veut que la personne soit consentante. Par contre, souvent, comme vous le dites, une description là, de votre situation, la personne ne se rend pas compte nécessairement de ses besoins. J'ai tout dit ça. Oui. Donc, c'est en demandant que c'est un soutien pour vous, là, que c'est comme pour vous, que vous voulez du service
psychosocial. Mais ça ne lui donne pas de service. Oui, mais ça va être un dossier à lui, là. Ça va être une façon d'entrer quand même. Si au moins vous pouvez rencontrer une travailleuse sociale là, qui vient pour du soutien, ben après ça, elle peut... Ben, il est léger, là. C'est sûr que c'est un état léger, mais on m'avait dit d'appeler là, rapidement parce que c'est long, puis le plus vite possible. En tout cas, là, peut-être qu'on n'a pas donné une bonne information. Ouais. C'est sûr que moi, j'ai pas travaillé au niveau de l'équipe d'accès là, qui reçoit les demandes. Mais moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que c'est souvent les aidants là, qui nous appellent, puis en mettant peut-être l'emphase davantage sur... Ouvrir un dossier. Je voudrais juste qu'on ouvre un dossier. Oui. Ben, en mettant l'emphase sur votre besoin à vous, il y aurait peut-être moyen... Mais ça donne rien, là. C'est pas un dossier, oui. On m'a donné... je suis inscrite sur Internet, là, où j'ai mon médecin, mais ça donne absolument rien, là, pour lui. Ben, ça je va... peux avancer rien, là. Parce que mon GMF n'est pas le même que son GMF. C'est sûr que, bon, je sais qu'ils ont des grosses listes d'attente. Je sais pas comment dans les derniers temps, ils reçoent les demandes. Pourtant... Ben, moi, c'est un refus, là. Ma demande n'a pas été acceptée du tout. C'est un refus. On dit d'attendre qu'il soit en état d'inaptitude persistante. Moi, j'évalue quand est-ce qu'il... Voyons. Comment je peux faire pour évaluer ça? Et que ça va être un danger pour lui, ça peut être en tout cas. Ça, c'est en appelant à quel endroit? C'est Peut-être essayer davantage le numéro que j'ai donné plus tôt, là, qui est ça, c'est le guichet d'accès. Parce que le 811, ils vont filtrer peut-être davantage les appels. Donc, en appelant directement à l'équipe vous pourriez parler à quelqu'un qui va recevoir votre demande. C'est ce que je vous conseillerais de faire. Je vais essayer. Oui, c'est ça. Vraiment au CLSC plutôt que 811. Oui, il y avait quelques questions, monsieur? Oui, moi, mon nom, excusez-moi, je suis employé. Mon nom, c'est Alain Blanchette, je suis travailleur de milieu pour la Crière, secteur de la Haute-Ville. Question que je me pose, parce que moi, je rencontre souvent des personnes âgées qui demeurent dans les logements conventionnels, donc pas des résidences pour personnes âgées, qui aimeraient peut-être, pour se sécuriser, par exemple, pour embarquer dans le bain, pour avoir des bars, tout ça. Est-ce que le propriétaire du logement ou de l'immeuble peut lui dire non, je ne vous autorise pas à avoir une barre? J'ai déjà eu affaire à ce genre de situation, puis là, je sais pas, je vous avoue qu'au niveau vraiment de la loi ou exact, qu'est-ce que le propriétaire peut dire, ça se peut, je pense, qu'il refuse. Moi, j'ai beaucoup de commentaires par rapport à ça, de dames, de monsieur qui aimeraient, pour se sécuriser, avoir des barres de soutien, ou peu importe. Puis ils disent, ben, si vous en avez une, si vous décidez d'en avoir une, c'est vous qui allez payer, parce que vous allez briser mon mur, vous allez briser mon... Vous allez payer. Ben là, justement, j'en venais là, ça fait partie des services du CLSC d'offrir quand même le soutien technique, donc au niveau des équipements, du matériel qui peuvent le fournir. La question financière ne doit pas être un obstacle là, pour obtenir les services et un environnement sécuritaire. Moi, j'aurais quelque chose pour compléter ce que Alain dit. Si le propriétaire il dit non, moi, c'est mon bloc, c'est mon appartement, je ne veux pas en mettre. Même si le CLSC peut en fournir, qu'est-ce qui se passe? Parce que sa question est fondamentale. Dans certains endroits, les gens ne peuvent pas. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Finalement, ils vont dégrader. Je pense qu'il y a des fois d'autres alternatives. Il y en a qui vont être davantage à ventouse, d'autres types d'adaptation si on ne veut pas percer les murs. C'est sûr que ça, c'est un petit peu moins ma spécialité. C'est plus spécifique aux ergothérapeutes. Mais justement, l'ergothérapeute, c'est vraiment son rôle de sécuriser le domicile. Puis il y a quand même toujours une façon de faire. Là, je comprends que ça peut être... Tout le monde ne veut pas nécessairement faire une demande au CLSC pour une barre d'appui, mais... c'est quand même les ergothérapeutes qui seraient les mieux placés là, pour répondre à cette question. Si je peux. Peut-être que je ne sais pas si c'est une suggestion, parce que moi j'ai fait affaire assez régulièrement au tribunal administratif du logement. Ah, OK. Oui. Ça fait que, pas pour la question que vous posez, là, mais pour d'autres choses. Ben, ils sont là pour répondre aux questions. Versus propriétaire locataire, peut-être que ça peut être une avenue. Vous allez sur
allez sur le site Internet, Tribunal administratif du logement, puis vous allez avoir des endroits pour prendre, sélectionner des rendez-vous. C'est sur René Lévesque, parle-moi du Parlement. Peut-être que ça va répondre à des questions, parce qu'ils ne donneront pas d'informations par téléphone. Vous le dites, c'est par rendez-vous. Vous sélectionnez la journée, vous avez l'heure qui vous convient. Puis vous allez rencontrer un fonctionnaire. Bon, ben merci. Puis là, il y a peut-être moyen d'avoir des réponses là, parce que c'est un dilemme entre locataire. Oui. On tombe dans le légal, là. Oui, c'est ça. Donc, ben merci de cette référence. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux peut-être regarder vraiment au niveau légal. Là. Moi, j'aurais eu tendance, c'est ça, à demander à mon collègue ergothérapeute. Là, j'en ai pas à qui demander. Mais il y a certainement quelque chose, il y a le droit quand même. Il aussi, il faut que ça soit indiqué et écrit. Moi, j'aimerais ça, j'aimerais faire une petite mise au point, dans le sens que moi, je suis venu ce matin avec la notion que c'était un café-rencontre. OK? Et moi, j'ai beaucoup de questions, OK? Que j'aimerais partager avec les gens. Puis, il me semble que ce serait intéressant que, dans un premier temps, il y ait une animation qui soit faite. Là, je ne sais pas ici, à l'intérieur de l'organisation, qui pourrait le faire, mais qu'il y ait une animation pour permettre à chacun de soulever un peu les interrogations qu'il a par rapport à la question des services du CLSC. Parce que, dans le fond, ce que je comprends, vous êtes venus ce matin avec l'objectif de nous informer sur les différents services offerts par le CLSC. Mais ça, c'est comme au bout du cheminement, je dirais, quand on arrive au CLSC. Mais avant d'arriver au CLSC, comme aidant naturel, il y a souvent beaucoup d'interrogations qu'on a. Donc, je trouve qu'un café-rencontre, c'est très utile quand ça donne l'occasion, justement, de partager les uns avec les autres les questionnements qu'on a. On pourrait faire comme un tableau, éventuellement, des questions. Puis là, après ça, là, vous auriez une période beaucoup plus claire où vous sauriez quelles questions vous pouvez répondre, plutôt que d'établir un dialogue d'une personne à l'autre. Moi, c'est une interrogation que je soulève aux organisateurs de la rencontre. S'il y a quelqu'un qui peut prendre la balle, ben, tant mieux. Ben, c'est sûr, comme je disais au début, il y a beaucoup de sujets là, qui pourraient être abordés autour de l'approche aidante. C'est pour ça que moi, j'ai ciblé à partir de mon expérience personnelle les sujets qui suscitent souvent beaucoup de questions là, au niveau de l'approche aidante, comme les mesures de représentation légale ou les besoins des proches aidants. Puis, comme j'ai dit, je compte sur vos questions un peu pour compléter ça. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai été invitée. Là. Après, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond aux besoins. Mais écoute, monsieur, je vais vous répondre. Ça n'exclut pas. Là, elle donne un grand pan de ce que le CLSC fait. Okay. Puis là, les gens peuvent mentionner leurs besoins, tout ça. Puis si madame, malheureusement, on n'a pas tout le temps de prendre ça, on va les écrire, puis on va être capable après de vous fournir l'information. Mais ce qu'elle fait est drôlement intéressant parce que ça donne le topo global de ce que le CLSC peut faire. Ce qu'on a à dire aussi est drôlement intéressant. Oui, mais je ne t'ai pas dit qu'on n'aurait pas ça. Mais ça peut aller après ou en concomitance, parce que ce qu'elle fait, moi, j'en apprends aussi. Ben oui, c'est ça. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de besoins comme proche aidant, puis on pourrait là... Sur ça, je vais aller me prendre un café. Permettant de continuer. Oui. Hey, monsieur, attendez, moi, je vais y aller chercher. Pardon? Je vais y aller chercher parce que je suis proche. Ah, non, c'est pas nécessaire. Non, je vais y aller moi-même. Non, mais c'est parce que... Je vais y aller moi-même. Regardez, je t'ai monté. Oui, en allant dans le même sens que Mme Gagnon, vous savez que la formule que nous avons donnée à nos rencontres, c'est « parole proche aidant ». Ça veut dire qu'il y a nécessairement une période de questions, d'échanges, de partage, comme le monsieur venait de le souligner tout à l'heure. Mais
chaque conférencier adopte une méthode d'interaction avec l'auditoire. Donc, ce matin, je propose qu'on donne l'occasion à Raphaël de de faire sa présentation et qu'après on ait un espace d'échange, de partage avec elle. Oui, je trouve que c'est correct. Moi aussi, je trouve ça. C'est ça la formule. Ouais. Puis chaque situation est unique aussi, donc on ne peut pas non plus aller en profondeur dans chacune de vos situations, mais c'est certain quand même que je suis là pour répondre à vos questions. C'est pour ça que j'ai choisi des informations là, qui vont, d'après moi, être bénéfiques pour tous. Puis à partir de ça, on peut en rajouter. Moi, je peux m'ajuster aussi là. Le but, c'est que ça réponde à un besoin. Donc, bon, voilà, il y avait plusieurs questions. Je présentais les services des différents là, professionnels, donc travailleuse sociale, ergothérapeute. Donc, l'ergothérapeute, c'est celui vraiment qui vient à domicile évaluer la sécurité, l'environnement d'une personne là, qui est en perte d'autonomie physique et qui peut apporter toutes les aides techniques, matérielles pour sécuriser le domicile. Mais ils font plus que ça, ils vont vraiment aussi évaluer les capacités fonctionnelles d'une personne. Par exemple, est-ce qu'elle est sécuritaire quand elle cuisine? Donc, ils vont vraiment dans toutes les petites habitudes de la vie quotidienne et domestique venir évaluer là, la sécurité. Hein. Des fois, à cet âge-là, un proche aidant va me dire, bon, il cuisine, mais il oublie d'éteindre le rond de la cuisinière. Ça m'inquiète. OK, bien, l'ergothérapeute, il peut aller évaluer ça puis faire des recommandations. Il y a plein de petits outils techniques. Donc, il y a un rôle très large, très global, l'ergothérapeute. C'est souvent ceux qui sont avec les travailleuses sociales, les préposés, là, qui sont les plus sollicités. Donc, il y a des éducateurs spécialisés aussi, des nutritionnistes au besoin. Donc, au niveau des services d'aide à domicile du CLSC, il y a les préposés aux bénéficiaires là, qui peuvent venir donner les soins d'hygiène à domicile ou de l'aide domestique, donc préparer là, des repas, vraiment accompagner les personnes. Puis les services aux proches aidants, donc ça c'est beaucoup le rôle là, de la travailleuse sociale, puis je vais y revenir un petit peu plus tard là, quand on va parler justement des proches aidants. Donc, offrir du répit, du dépannage, puis un soutien psychosocial aux proches aidants, là, on ne parlerait pas de soutien à domicile, on ne peut pas parler de soutien à domicile sans parler des proches aidants, finalement, parce que c'est possible le soutien à domicile parce qu'il y a des proches aidants. Oui, le CLSC vient contribuer, mais le CLSC seul ne peut pas là, répondre à tous les besoins, donc c'est vraiment là, précieux, finalement, la contribution des proches aidants. Puis c'est ça, je précisais qu'il y avait aussi des équipes, là, les mêmes équipes de professionnels sont aussi disponibles là, pour les gens qui sont vraiment plus en soins palliatifs et fin de vie. Il y a certains critères pour ça, mais des fois les gens ne le savent pas, donc ça peut être intéressant de savoir qu'il y a aussi l'équipe de soins palliatifs là, au soutien à domicile. Donc c'est ça. Pour ce qui est du rôle de la travailleuse sociale, quand vous appelez CLSC, qu'on prévoit une rencontre, là, la travailleuse sociale vous appelle, elle va venir vous rencontrer au domicile souvent de la personne aînée en perte d'autonomie, avec le proche aidant. Donc, on évalue l'autonomie fonctionnelle. Hein. On a vraiment une évaluation qui est très standardisée pour évaluer les capacités fonctionnelles de la personne. C'est un peu en fonction de cette évaluation-là qu'on détermine les services requis, avec le consentement là, de la personne aussi. Puis sinon, on fait les références. Hein. Donc, si c'est moi qui est appelé, mais que je vois qu'il y a un besoin d'ergothérapeute, bien, une fois que là, il y a un professionnel, c'est facile d'avoir accès aux autres professionnels. C'est l'attente en premier qui peut être long, mais une fois qu'on est dedans, on a accès aux autres services, aux autres professionnels. Donc, je peux faire une référence en ergothérapie ou à n'importe quel autre professionnel. Et puis, on travaille beaucoup aussi avec les organismes communautaires, hein, parce que le CLSC ne peut pas à lui seul répondre là, à tous les besoins. Donc, le rôle de la travailleuse sociale, ça va vraiment être de vous informer sur les services communautaires, les organismes communautaires du territoire, parce que, bon, en général, chaque organisme a son territoire là, qui est délimité. Donc, elle va vous orienter vers les services de votre territoire. Pour tout ce qui est de l'aide à domicile. On peut-tu donner un exemple, autrement dit, des organismes communautaires en question? Bien, les popotes roulantes, les services
d'aide à domicile pour l'entretien ménager. J'en nomme un petit peu plus tard, mais ça, même chose, je pourrais vous envoyer une liste plus exhaustive. Donc, c'est ça, service de popote roulante, aide à domicile, gardiennage, répit. Hein, parce que les proches aidants ont besoin de répit. Donc, il y a des organismes là, qui envoient une préposée faire du gardiennage quand la personne ne peut plus rester seule à domicile. Ça permet aux proches aidants de quitter pendant ce temps-là. Oui, monsieur? Oui. Vous m'excuserez peut-être bien que ce n'est pas dans le bon temps de poser la question. Pouvez-vous me dire, les dormeurs, c'est quoi qu'ils ont à faire? Les quoi? Les dormeurs. Les dormeurs? Ouais. Je ne suis pas certaine de savoir de quoi vous parlez. Les quoi? Ben, tu sais, mettons qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout le temps, mettons, il s'occupe d'une personne, mais telle journée, il n'est pas là dans la nuit, quelque chose. Puis là, il y a une personne qui va là, mais qui va coucher dans le foyer aussi, là. Donc, ce serait du répit, là, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le terme. Oui, bien, OK, peut-être que c'est ça. C'est peut-être l'ancien terme, les dormeurs. On parle de gardiennage, c'est ça, ou de répit à domicile. OK. Oui, ben, le champ Alzheimer. Préférable le répit à domicile, oui, c'est ça, toutes les coopératives de services à domicile, là, donc ils viennent faire l'entretien ménager, la préparation de repas. Ils peuvent aller faire l'épicerie pour vous leur donner la liste. Tout ce qu'on a à faire en temps normal dans sa vie, notre vie quotidienne en termes de tâches domestiques peuvent venir. Puis l'assistance aussi, hein, gestion de médication, toutes ces choses-là. Par exemple, il y a un organisme, là, il vous appelle à 15 heures tous les jours pour vous rappeler que vous devez prendre votre médicament. Donc, des fois, il suffit de ça, là, puis quand on sait que la personne peut avoir tendance à oublier de prendre sa médication, ben, un coup de téléphone, puis l'organisme vous appelle pour vous informer. Bon, c'est l'heure, assurez-vous de prendre votre médication. Donc, il y a vraiment beaucoup là, de services communautaires. Si le besoin est davantage là-dessus, là, moi, comme je dis, je pourrais en envoyer, là, quand je vais envoyer cette présentation, une liste d'organismes. Après, pour toute la ville de Québec, c'est très grand, là, le répertoire est très large, mais je peux quand même... C'est le 211 numéro pour les organismes. Oui, c'est ça, le 211. Puis l'appui, là, j'en parle un peu plus tard, l'appui, ça va vraiment être le bottin de ressources pour les prochains aidants, là, spécifiquement. Donc, ça filtre tous les autres organismes qui ne sont pas vraiment en lien avec la proche aidance, là, donc c'est un site intéressant aussi. Oui, pour les organismes communautaires, mais je voudrais juste ouvrir pas long de petite parenthèse concernant les organismes communautaires. Je suis intervenante, travailleuse de milieu au service amical Basse-Ville. Et voilà. Fait que, puis on a l'équipe en gériatrie sociale. On travaille beaucoup en collaboration avec le CLSC. Quand le CLSC est là, les intervenants, soit qu'on travaille en collaboration ou que on ne peut pas qu'il y ait 1 million d'intervenants non plus. Et exemple, nous, vu qu'on a la gériatrie sociale, on a ce qu'on appelle des navigatrices formées. Et entre-temps, ben, ces personnes-là peuvent justement, on fait un prêt d'équipement. Ça, c'est avant l'ergo. C'est le temps de mettre en place que la personne soit en sécurité. C'est sûr que nous, c'est Vanier, Saint-Roch, mais on peut référer. Puis, comme monsieur ici, un travailleur de milieu, ben, on peut inclure aussi dans un premier temps pour du soutien psychologique, si vous avez envie de jaser, nous, la porte est ouverte pour ça. Oui, ben j'avais déjà entendu parler. Je pense que vous allez référer vers le CLSC aussi. Oui, tu sais, les navigatrices sont formées, là, tout ça, mais on apporte du soutien. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui fait longtemps qui n'a pas fait son rapport d'impôt. Toutes ces choses-là, c'est des services quand même ponctuels, mais c'est quand même essentiel et nécessaire parce qu'on peut donner justement le nom d'organismes, donner des références. C'est ça, il y a beaucoup d'organismes communautaires comme ça. Oui, ça fait 45 ans là, que ça existe. Je veux dire que oui, on peut avoir de l'aide le temps de rentrer justement dans... Mais même nous, le CLSC, on réfère aussi vers ces organismes qui vont compléter l'offre de services du CLSC. Donc, c'est vraiment un travail de partenariat. Puis, le rôle de la travailleuse sociale, c'est ça aussi, c'est d'aller mobiliser les ressources dans la communauté autour d'une personne. Hein, c'est de mobiliser le réseau de la personne, donc autant son micro-système, donc les proches autour d'elle. Hein, des fois, passer un coup de fil à un frère qui n'est plus trop dans le décor, mais finalement, est-ce que vous ne pourriez pas apporter une aide
à votre mère ou votre tante qui est en perte d'autonomie. Donc, c'est d'aller vraiment mobiliser l'aide dans l'entourage de la personne, puis à un niveau plus grand dans les services communautaires, informés. Donc, parce que souvent, les gens sont dans l'ignorance des services. Donc, d'avoir une travailleuse sociale, ça débloque un peu, là, puis ça permet d'accéder à ces services-là. Oui, puis il y a beaucoup de services. Oui. C'est ça, les gens ne les connaissent pas, mais il y a beaucoup de services. Oui, c'est ça, beaucoup d'organismes. Ben, je vais vous donner après mon dépliance, comme je fais la même chose que monsieur. C'est ça, oui, Service amical Basseville, c'est ça. On travaille avec les aînés de la Basseville. Oui. Merci. Une petite question. Oui. Une petite question comme ça. C'est quoi le délai d'attente pour avoir votre service? Oui, bien ça, c'est. Voulez-vous connaître la réponse? Bien, j'aimerais connaître la réponse. Vous avez des statistiques sûrement, vous avez des ordinateurs et tout ça. Oui. Fait que c'est quoi le délai d'attente? Moi, en fait, c'est difficile à dire. En fait, quand on reçoit la demande, il y a un niveau d'urgence qui est déterminé. Je pense qu'il y a 4 niveaux d'urgence de priorité de prise en charge. Mais bon, pour que ce soit urgent, il faut que ça aille vraiment très mal. Donc, généralement, on dit aux gens de ne pas attendre que ça aille si mal que ça, sauf qu'effectivement, ils vont appeler, mais ça va encore trop bien, il y a trop d'attentes. Je ne vous cacherai pas, puis ça dépend des CLSC, des secteurs, Beauport, Sainte-Foy, mais ça peut être plusieurs mois d'attente. Plusieurs mois. Tout dépendant du besoin, comme je vous dis, ou du professionnel. C'est pour ça qu'il y a des ressources communautaires. Oui, bien, ça compense. On travaille ensemble, c'est ça. Puis, c'est ça, je me gêne pas de vous dire, des fois, il faut rappeler, puis peut-être... non, c'est pas vous qui êtes... peut-être en dire un peu plus pour c'est ça. Je vous apprends rien sur le système de santé que l'attente. Hein? Vous avez le premier pas pour avoir un travailleur ou une travailleuse sociale, mais si ça fait 6 mois passés que vous ne l'avez pas appelé, vous ne l'avez pas utilisé, votre dossier se remonte dans le panier. Il faut recaler de nouveau et le dire, là, j'ai une priorité. Ah ben oui. Parce que là, vous êtes dans une oubliette. Vous voulez dire que vous êtes en attente? Non. Il y a un travailleur social. Moi, maintenant, je l'appelle 4-5 mois. Juste me dire que tout va bien. Parce que s'il n'y a plus d'appel, le dossier est comme c'est ça. La seule chose, ils n'ont pas, quand ils vont remettre sur le piton, ben, ils n'ont pas à refaire le questionnaire et toute le kit. Mais il est comme dans une oubliette. Là. Ben, en fait, c'est que le CLSC, la réalité, il y a une réalité, hein, ça fonctionne beaucoup par épisode de service. Donc, quand on a répondu aux besoins, que les services sont en place, s'il n'y a plus de besoin identifié, ben oui, effectivement, le travailleur social peut être appelé à fermer le dossier puis vous dire de rappeler s'il y a un nouveau besoin. Mais oui, effectivement, il peut y avoir une fin s'il n'y a plus d'interventions qui sont requises. Mais ça, c'est toujours évalué puis discuté avec le travailleur social. Le moyen, c'est de l'appeler, dire que tout va bien. Là, on croit qu'il y aurait peut-être certaines choses. Parfait, je le note. Juste les faits qui fait une note, ben, c'est comme il y a un follow-up qui est fait. Mais normalement, ils vous préviennent, ils ne ferment pas le dossier à votre insu. Non. Vous êtes prévenus. Bon, si on continue avec le rôle de la travailleuse sociale, ça c'est un point quand même qui est intéressant, l'accompagnement dans le processus de relocalisation. Hein. Tout le monde n'en arrive pas là nécessairement, mais c'est quand même important d'en parler parce que c'est une réalité au Québec. On le sait que les aînés, beaucoup vivent dans les résidences, sont amenés des fois à aller vers des résidences là, privées avec des services. Donc, la travailleuse sociale là, peut vraiment vous accompagner dans vous ou votre proche ou la personne qui est en perte d'autonomie. Hein. Parce que quand on est face à une perte d'autonomie, notamment cognitive, ben, il en vient parfois un moment où ben, la personne, c'est plus sécuritaire qu'elle reste seule à domicile. Puis il y a des proches aidants, mais les proches aidants, ils ont aussi leurs limites, ils ont leur vie, ils ont leur propre... Des fois, ils travaillent encore, hein, les proches aidants. Des fois, quand ils ne sont pas encore retraités, ils peuvent encore travailler. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une personne à domicile 24 heures sur 24, puis on le comprend. C'est la réalité hein, de notre société, parce que les gens, des fois, les enfants sont dans une autre ville, c'est ça, il n'y a plus un proche aidant qui peut assumer la pleine prise en charge. Donc, la travailleuse sociale va sensibiliser puis accompagner parfois aux besoins là, de relocalisation vers une résidence privée pour aînés. Hein. Puis des fois, on a peur de ça, mais c'est ça, faut le voir. En fait, c'est comme je le disais au début, c'est encore le domicile quand on parle d'une résidence.
loyer, mais c'est avec des services. Oui, madame, c'est vrai que je m'éloigne trop. Ça concerne évidemment le sujet que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous faire parvenir la liste, je sais que vous préconisez les soins à domicile, à la résidence, mais quand les personnes ne sont plus capables, c'est d'aller, l'option B, c'est peut-être les RPA, là, parce que les CHSLD, c'est des critères très spécifiques. Là. Et si on parle de liste, y a-t-il moyen d'avoir une liste des RPA qui couvrent le CIUS de la capitale nationale? Oui, il y a un répertoire. Est-ce qu'il est public? Moi, je vais aller regarder dans mes choses. C'est sur le site du ministère Santé et Services sociaux. Oui. Bon. On est capable. Tu donneras ton adresse. OK, parce que je veux dire, moi, le dilemme que j'ai, check ça. Parce que oui, il y en a une liste, puis elle est mise à jour, puis en plus, tu as une description. Parfait, ça j'ai besoin, parce que moi, ma mère, elle est à Rive-Sud. Quand je suis sur la Rive-Sud, puis que si je veux éventuellement m'emmener sur la Rive-Nord avec ma mère, là, le CLSC de Chaudière-Appalaches, non, nous autres, on n'a pas ça là, il va falloir que tu communiques avec le CLSC de Québec. Bien, c'est justement aussi... Ça balle est tirée dans mon camp, c'est moi qu'il faut qu'il drive, là. Je voulais le préciser aussi, c'est pas nécessaire d'avoir une travailleuse sociale pour entamer ses recherches. Non, c'est pour ça que je vous demande. L'association des conseillers en hébergement. Donc ça, c'est une association, c'est une liste de personnes qui connaissent vraiment toutes les résidences que vous pouvez rencontrer, donc qui viennent vous rencontrer à domicile. Ils vont vous demander c'est quoi vos critères, donc quel secteur vous recherchez, quel genre de résidence, quel service. Puis ces conseillers en hébergement, là, ils peuvent vraiment accompagner. Oui, bien c'est ça, c'est pas obligatoire d'avoir une travailleuse sociale. C'est juste parce que ça nous donne un avenue. Oui. Puis après ça, ben, c'est toi qui décides de regarder tout ça. Mais les conseillers en hébergement, c'est une bonne ressource, là, vraiment. Là, je l'ajouterai dans mon PowerPoint, là, leur site. Je pense que ça, c'est un service, eux, ils sont payés, là, ils sont pas... Ils sont payés quand ils localisent quelqu'un. C'est ça, donc c'est un service qui est gratuit. Le premier mois, le premier mois où il y a un paiement, ça va à cette association-là. Mais on s'était informé beaucoup il y a quelques années pour voir quels sont leurs rôles et quelles sont leurs compétences. C'est sûr que le travailleur social, quand il y en a un, ben, il est vraiment au courant du niveau d'autonomie de la personne. Donc, des fois, ça peut être avantageux là, pour vraiment cibler la bonne résidence. Parce qu'il y a tout un éventail de résidences là, pour les personnes très autonomes jusqu'à la résidence qui ressemble presque à un CHSLD qui prend qui a une prise en charge vraiment globale de la personne. Puis justement, je l'avais mis là. Je voulais faire la distinction entre les RPA et les CHSLD. Parce que des fois, les gens, ils confondent un peu ça. Je vais me faire placer en CHSLD. Les CHSLD, c'est l'hébergement public. C'est les centres d'hébergement de soins de longue durée. Donc ça, c'est l'hébergement public. Puis c'est vraiment le dernier recours. Là. Pour être rendu en CHSLD, c'est vraiment quand la perte d'autonomie est très avancée puis qu'il n'y a plus aucune résidence privée qui peut répondre aux besoins de la personne. Donc, il faut comme prouver qu'il n'y a pas de résidence privée qui peut répondre aux besoins pour être orienté là, en CHSLD. Donc, c'est ça. Est-ce que vous pouvez parler, disons, ce que le CLSC fait pour aider les aidants quand vous placez quelqu'un dans une RPA pour un répit de 3 semaines, de l'histoire du fameux 20 $. Et après ça bascule. C'est ça, oui. Vous voudrez que j'en parle? Oui. C'est possible, oui. Oui, bien, c'est un des services, là, c'est l'hébergement temporaire, là. C'est ça, je cherchais le terme. Donc, l'hébergement temporaire qui est une mesure de répit pour les proches aidants. Donc, en fait, c'est ça, c'est que le CLSC peut apporter des contributions financières pour avoir accès à des services qui sont disponibles des fois dans la communauté. Fait que si vous y allez de vous-même, c'est possible, sauf que vous allez payer le plein prix. Tandis qu'en passant par le CLSC, c'est possible d'aller chercher des subventions pour avoir, par exemple, effectivement, l'hébergement temporaire. À 20 $ par jour. C'est ça. Donc, ça va être... la contribution qui est demandée, c'est un 20 $ par jour au lieu du prix régulier qui pourrait être de 150 $ par jour dans la résidence privée. Hein. Donc,
ça fait une différence. Puis ça, c'est des gens qui ont besoin d'une présence continue. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 3 semaines dans une résidence où ils vont recevoir l'hébergement. Puis ça permet aux proches aidants d'avoir des petites vacances. Là, quelle est la raison que le CLSC peut prolonger? Parce qu'il peut prolonger les 3 semaines. Oui, enfin, il y a beaucoup de cas par cas, mais on essaye. Il y a des standards de pratique, mais on essaie quand même de tenir compte de la réalité des gens, puis des besoins, puis on ne laissera pas quelqu'un qui est sans domicile. Ça peut arriver des fois que l'hébergement temporaire, c'est un entre-deux, entre un changement de lieu de vie en attendant une place. Bon, si on sait que ça va être un peu plus que 3 semaines, on peut s'ajuster. Après ça, c'est très spécifique, puis on prend, comme je dis, c'est du cas par cas. C'est pas ce qui est offert généralement, mais avec la travailleuse sociale, c'est possible d'aller quand même chercher le plus de services possible. J'ai une autre question. Oui, il y a madame aussi. Je veux juste savoir si l'hébergement temporaire dont vous parlez, si ça correspond à l'hébergement intermédiaire. Aux ressources intermédiaires. Parce que l'autre de son frère a dû placer sa femme. Et ça a duré 3 ans. Et en décembre, on lui a dit, bon, maintenant, elle s'en va au CHSLD. Et on a demandé à son frère de payer les 3 mois d'hébergement intermédiaire. Et de payer en tout cas autre chose, mais il se trouvait à payer en double. OK. Là, est-ce que vous parlez de ressources intermédiaires? Ça s'appelait hébergement intermédiaire. Ah oui, vous connaissez ça? C'était une maison d'une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Hébergement intermédiaire. C'était en attente d'aller dans le CHSLD. Il est obligé de le payer. Pardon? Il est obligé de le payer. Oui. Moi, ce que je vois normalement, c'est d'habitude quand une personne est admissible à l'hébergement public, mais que sa place n'est pas encore disponible, c'est qu'ils peuvent faire l'attente dans un autre CHSLD qui ne sera pas celui de son choix. Donc là, il va être mis là temporairement, mais c'est quand même un CHSLD où normalement il est pris en charge, il va payer les mêmes frais qu'il aurait payé au CHSLD. Donc, là, le paiement en double, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Puis c'est pas de ma faute, là. Ils m'ont dit que c'est maintenant qu'elle devait déménager. C'est à partir de maintenant, alors il est obligé de... Là, est-ce que vous parlez parce qu'elle était en attente d'une place en CHSLD? Oui. Bien, ça, c'est une réalité. Quand on est en attente d'une place en CHSLD, on sait qu'il peut y avoir quelques mois d'attente. Sauf que le jour où on se fait appeler, c'est dans les 24 heures. C'est ça. Faut y aller parce qu'il n'y a pas de chambre vide pendant très longtemps. Une place se libère, quelqu'un d'autre arrive. Donc, il faut être prêt. Puis c'est vrai que ça peut être une période un peu angoissante, parce qu'on est sur le qui-vive, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais normalement, ça, la travailleuse sociale l'explique, que ça peut arriver à tout moment. Puis le jour où vous faites appeler, bien, vous avez 24-48 heures pour faire le déménagement. Puis il faut l'accepter aussi. En fait, c'est ça. C'est quand c'est urgent, on n'aura pas le choix d'accepter la première place dans un CHSLD. Même si ce n'était pas son choix numéro 1. Mais il est obligé de payer en double, payer les 3 mois que la maison précédente, qui s'appelait hébergement intermédiaire, lui réclame. Bien, normalement, si elle était, par exemple, si elle avait un bail dans une résidence privée, pour des raisons de santé, c'est possible de résilier. Mais c'était toujours en attente. C'était juste en attente d'aller plus loin. Oui, je suis désolée, là, j'aurais pas la réponse. L'intermédiaire, c'était la même chose. On parlait d'un 20 $ par jour. Lui, c'est plus de 1 000 $ par mois. C'est pas la même chose, je pense que c'était pas la même chose. Mais avez-vous pensé d'appeler au commissaire aux plaintes? Nous, on l'a référé au travailleur social. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis. Oui, Madame, oui. Ça va toucher où ça touche évidemment tout le monde. C'est que moi, j'étais intriguée par, je ne sais pas si vous faites des démarches auprès des RPA là, aussi, là. Mais y a-t-il un ministère, y a-t-il une façon de s'informer? C'est quoi les lois concernant les RPA? Exemple, pourquoi Paul-Émile, il paye 1200, l'autre il paye 2500? On arrive, parce que j'en ai fait plusieurs RPA. Là. Je comprends que c'est une entreprise privée, mais ils sont quand même mandatés par le gouvernement. Ils ont des restrictions. Qui peut me dire ça? Qui peut me dire pourquoi que Paul-Émile, il paye 1200 puis l'autre, il paye 2500? À la même place?
Oh oui, c'est les revenus, madame. C'est les revenus. Ça dépend des services qu'ils offrent, là. Ma femme, c'est 5 000. C'est les revenus. Je donne un exemple. Moi, c'est vrai, c'est 5 000, moi. Ah oui, ça n'a pas de bon sens, c'est du vol. Ils volent Ben, les gens. Bon, y a-tu quelqu'un à quelque part qui est capable de me répondre là-dessus? Est-ce que le gouvernement a un impact? Parce que c'est une entreprise privée, oui, mais ils ont des choses à respecter par du gouvernement. C'est qui mène ça, ce bal-là? C'est qui mène ça, ce bal-là? Madame, c'est les revenus. Moi, mon conjoint, là, il était en CHSLD au Jeffrey pendant un an et quelques avant son décès. Mon mari, il fait 70 000 par année. Oui. Ça fait que lui, il payait 2200 pièces par mois. Oui, là, vous parlez de CHSLD. Je sais, mon père était dans le CHSLD. Moi, je veux pas dans CHSLD, là. Oui, c'est ça. Ben, CHSLD, c'est l'hébergement public. C'est ça, fait que c'est les revenus. Les autres, ils disent si c'est 2000, c'est le gouvernement demande. Parce que les CHSLD, c'est régi par le gouvernement. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est la résidence privée pour aînés, c'est privé, là. Donc, chaque résidence. Il y a de l'abus, là. Il y a du vol. Ces personnes-là ont travaillé toute leur vie. C'est lucratif. Ils se font voler. Excuse, là, mais ils se font voler. C'est quelqu'un qui peut me répondre là-dessus. Le travailleur social, moi, c'est ça qu'il m'a demandé. C'est revenu. C'est ça. C'est comme ça, c'est calculé. C'est le travailleur social. Bon, on fait un calcul, puis là, la capacité de payer. Puis le RPA, ce que je vois, il n'y a rien d'extraordinaire. Le max, c'est 7 000 par mois. Ça n'a pas de bon sens. Pour les personnes les mois viennent vite. Il y a une information que je comptais partager plus tard. Quand il y a une travailleuse sociale qui vous accompagne dans le processus d'identifier une résidence, il y a la possibilité d'avoir une allocation financière du CLSC. Mais effectivement, cette allocation est calculée en fonction des revenus de la personne. Puis c'est sûr que si les revenus sont plus limités, ben on ne peut pas non plus choisir la résidence luxueuse avec un loyer de 5 000 $. Il faut quand même tenir compte des revenus de la personne. Puis le CLSC peut compenser une certaine partie jusqu'à un maximum aussi. Mais c'est lucratif, là. Puis là, je ne connais pas la loi nécessairement entourant les services, là, puis la tarification des services en RPA. C'est ça que je trouve bien bizarre, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de loi. Non, c'est pas réglementé de cette façon-là, parce que c'est resté privé. C'est ça. C'est le public qui est réglementé. Tout à fait. Avec des règlements. Mais les privés, non. Il n'y a pas ça. C'est ça, c'est des entreprises privées, c'est lucratif, c'est pas caché. Donc, chaque résidence fixe ses prix. C'est vrai qu'on entend parler de résidences là, très chères, mais j'ai envie de vous dire, ça existe quand même des résidences là, qui sont plus abordables, qui sont plus petites. C'est sûr que des fois, on pense aux résidences Chartwell, les grosses résidences comme ça, les résidences Soleil qui offrent plein de services. C'est un peu le Club Med, là. Mais il y a des petites résidences quand même plus accessibles, puis on les voit pas nécessairement. Des fois, c'est des anciennes maisons converties en résidence, mais il y en existe quand même là, qui sont plus accessibles. Puis bon, puisqu'on en parle maintenant, je suis contente d'en parler plus tard, mais ça va être plus bien classé ici. Oui. Juste pour dire à madame, oui, quand une personne aînée va en RPA, il y a un abattement d'impôt qui se fait. C'est ça que j'allais dire. Ça, c'est Revenu Québec. Il y avait un abattement qui se fait et qui va payer une partie du loyer, mais pour être bien honnête, là, pour l'avoir vécu personnellement, là, regarde, ça compte pas. Non. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu vas en RPA, là, après ça, mon mari, il a tout fait l'hôpital, la RPA, après ça, les CHSLD, ben, c'est les revenus de la personne. Ils vont chercher le rapport d'impôt. S'ils voient que les revenus sont suffisants, ben, ils payent la totale. Mais quand il arrive, mettons que c'est 2200. C'est 2200 par mois. C'est pas élevé. C'est ça. Mais c'est pas cher comparativement à des résidences privées qui vont charger 4 500. C'est des affaires de 25, 30 000, 40 000 par année. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est sûr. Je comprends même pas ça que le gouvernement n'a pas plus d'emphase là-dessus. Parce qu'on s'en va vers tout ça, là.
Si on s'en va vers dans quelques années, la population jeune au Québec, elle ne sera pas forte. Et que malheureusement, ils n'ont pas les formations. Tu es encore jeune, toi, là? Oui, mais il reste parce que moi, j'étais en démarche conseillère pour la... Moi, ça me donne la chienne, on va te dire. Donne la chienne, c'est ça, je vois que ça suscite beaucoup de questions, là, tout ce qui entoure les résidences, puis c'est normal parce que, comme je dis, c'est la réalité. De plus en plus, on n'a pas le choix, entre guillemets, des fois, de se tourner vers ces ressources. Donc, c'est là, comme je vous dis, en fait, nous, CLSC, on travaillait beaucoup là, avec les résidences en partenariat, puis des fois, c'est ça, les travailleurs sociaux sont amenés à intervenir dans des situations, là, plus complexes, plus difficiles. Donc je comprends, là, puis j'ai rien à répondre à ça, c'est vrai que ça coûte cher. J'ai eu des écoles de conduite. J'ai été régie par la Société d'assurance automobile du Québec. J'avais, comment je vous dirais ça, donc? Si c'était 1200 $ pour donner une cours de conduite, l'école de conduite qui était voisin, là, elle ne demandait pas 3000, là. Comprenez-vous? J'avais des réglementations spécifiques du gouvernement du Québec. Ça va peut-être être amené à changer, là, mais bon, dans le moment, c'est ça. C'est privé, il y a une distinction entre le privé et le public. Là, je vais te dire quelque chose. Il y a la certification des résidences privées. C'est Régent Hébert qui était, quand Régent Hébert est devenu ministre de la Santé, il a mis ça en place, puis c'est une super bonne affaire. OK, il y a moins de régulation sur le prix. Ça, tu as raison. Nous, le mouvement QDR, on est vraiment, on trouve que c'est un gros enjeu. Mais au niveau de la certification des résidences, il y a des règles de certification des résidences, puis c'est régulé sur les choses qu'il doit avoir pour faire attention pour que la personne soit bien. Mais au niveau du prix, là, tu as raison. C'est épouvantable. Puis il y a des CHSLD, puis il y a des RPA qui, c'est désastreux, là. Ils chargent très cher, puis tout ça. Là. Mais il y a quand même possibilité d'aller chercher l'allocation financière du CLSC. Oui, aussi. L'autre chose que je voulais dire, c'était le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. En résidence privée, ça peut aller jusqu'à 740 $. Bon, ça va dépendre du revenu familial. Familial, je pense. Oui, de couple, là. Le familial, puis ça fait que beaucoup de monde ne peut pas en avoir. Oui, c'est ça. Là, on parle du crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Là. Normalement, quand on reçoit un service en résidence privée, l'ensemble des services en résidence privée sont admissibles au crédit d'impôt qui est remboursable. Donc, c'est vraiment un versement. C'est ça, parce que si c'était le revenu familial, moi et mon conjoint, là, mon mari puis mon revenu, moi, là, on faisait plus que 150 000. Mais avez-vous fait la séparation volontaire? Non, pas du tout. Lui, c'est son crédit d'impôt à lui. Ah oui, c'est ça, c'est juste son crédit d'impôt. C'est son crédit d'impôt parce qu'il est à résidence. Oui, moi, j'avais pas d'affaires là-dedans. OK, parfait. Autrement, là. Oui, c'est parce qu'il n'aurait jamais eu. Donc, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questions. Là. Moi, je ne suis pas une spécialiste non plus au point de vue financier. Je sais qu'il y a des services possibles. L'allocation du CLSC, c'est entre autres de ça dont je voulais vous parler. Puis c'est ça, de ne pas hésiter à vous tourner aussi vers les conseillers en hébergement qui peuvent connaître des résidences à coût moins élevé, disons. Là. Il en existe quand même. Là. Puis, il y a moyen d'aller chercher, c'est ça, des suppléments du revenu aussi. Là. Donc voilà, on va essayer d'avancer aussi. Là. Je voulais justement parler. C'était quand même intéressant. Donc, je veux juste savoir, là, soit sur les RPA, des choses comme ça, y a-t-il une place qui est comme informant, soi-disant, ceux qui ont été des déceptions ou qui a été. Avec une note, je ne sais pas sur Internet si peut-être qu'il y a des commentaires, là, mais. Mais de la part du CLSC, disant, là, ça, non, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de la mauvaise publicité non plus. On doit rester neutre. Après, oui, dans notre expérience personnelle, professionnelle, on peut avoir nos préférences, puis on va essayer de diriger les personnes vers telle ou telle résidence, mais on ne peut pas non plus dénoncer. Là. On travaille quand même en partenariat avec eux, puis voilà. Déménager des personnes de 85-86 ans, tu ne déménages pas ça là, à tous les mois. Là. Quand tu prends une décision de déménager de RPA,
faut que tu t'assures que l'autre RPA que tu veux choisir, ça soit convenable, là, parce que tu ne déménages pas quelqu'un de même à brûle pour point tout le temps, là. Ils n'ont pas 30 ans. Là. Non, c'est pas une réalité qui est facile, là, le milieu. Là, mais il ne faut pas non plus se limiter à ce qu'on entend. Il y a quand même des beaux milieux, des gens qui sont très bien et qui sont satisfaits d'avoir fait ce choix aussi de changer de milieu de vie, parce que une maison, ça peut être lourd à porter là, aussi. Là, puis il y a des bons services en résidence aussi. C'est quand ils tombent semi-autonomes, c'est autre chose. Donc, c'est ça. Je voulais continuer avec le rôle de la travailleuse sociale au CLSC. Hein, donc, elle va être là, évidemment, pour vous accompagner quand il y a des situations, c'est malheureux, mais il y en a des situations d'abus, de négligence là, auprès des personnes aînées. Je sais pas si je pense que vous aviez déjà eu un sujet un peu qui parlait de la relation des aidants et des aidés, l'abus ou l'intimidation. Donc, vous en avez peut-être déjà parlé. C'est une autre réalité aussi, mais justement, la travailleuse sociale peut intervenir auprès de la famille, peut faire des rencontres quand on soupçonne qu'il y a peut-être de l'abus, si par exemple c'est financier. Là, la travailleuse sociale va devoir évaluer le besoin de mettre en place une mesure de représentation, donc les fameux mandats de protection, les tutelles, pour protéger les biens de la personne. Puis d'accompagner aussi, hein, parce que des fois, il faut le reconnaître, là, les situations d'abus de négligence. Des fois, peut-être que la personne ne s'en rend pas compte elle-même, mais de sensibiliser beaucoup. Donc ça, c'est un autre de ses rôles. Puis c'est ça, d'accompagner dans les différentes démarches administratives, là, comme je l'ai dit, les relocalisations, les demandes pour une place en CHSLD ou ressources intermédiaires, les mesures de représentation. Donc, elle a un rôle assez global là, de répondre à vos questions, autant que vous soyez proche aidant ou la personne qui a besoin des services. Là. Puis donc, c'est ça, le soutien psychosocial aux proches aidants. Puis là, j'en viens justement à parler des proches aidants. Mais oui. Je ne sais pas si je suis hors contexte, mais j'ai vécu depuis les dernières années, autrement des difficultés au niveau des services professionnels. Là. En d'autres mots, plus on est vieux, plus on prend de l'âge, là, plus on essaye d'abuser de nous. Et puis, exemple que je peux donner, autrement dit, j'avais besoin d'orthèse, là. Et puis, il a fallu que j'en passe. J'ai passé trois endroits différents avant d'avoir le service approprié. C'est tabarnouche, là. Alors, il faut être conscient de ça, puis dans bien des cas, il y aurait-tu moyen d'avoir justement une personne ressource là, pour aider là-dedans? Là? Tu veux dire quoi? Je m'excuse. Pardon? Ça nous intéresse, l'extérieur Québec, là, ce que tu parles. Ouais. Ça veut dire que tu allais t'acheter ça et que tu n'avais pas un bon service. En tout. Mais tu pourras appeler ici. Là, on a des gens à droite. On a Manon ici qui est là, qui fait des recherches. Je pense que je ne vous connais pas pantoute, là. Ben là, tu vas te connaître. Non, j'ai fréquenté justement les activités de la cuillère. Oui, mais on offre un service direct aux personnes aînées ici. C'est bon. Mais est-ce que ça t'arrive fréquemment de te sentir floué là-dedans? Ah oui, il faut se débattre. Il faut se débattre continuellement. Ça m'est arrivé, moi aussi, les orthèses, là. Je suis pas si vieille, là. Puis là, j'ai allé 3 fois, là. Puis la 4e, là, j'ai dit, garde, tu fais quelque chose, parce que là, je vais te faire un mauvais nom. Elle les a faites. Parce que je bien fait, bravo! Mais il faut tout le temps se débattre, c'est comme lui, là. Non, j'ai dit, ça marche pas, mon affaire, là. Je suis pas capable de les tolérer. Mais t'as bien fait, mais ça n'a pas de bon sens d'être mais c'est ça, je l'ai vécu, ça. Ensuite de ça, peut-être, je vais profiter de l'occasion, il existe, autrement dit, une politique pour les villes amies des aînés. Oui, madame. Tabarnak. Il y en a pour le gouvernement donc, vous voyez, aussi. Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'organismes qui peuvent répondre à vos questions. Ce que je veux dire, là, c'est que dans bien des cas, il y a des gens qui sont posés qui vont complètement à l'encontre, autrement dit, de ce qui est planifié là-dedans. Alors, peu importe, là. Ben, c'est ça, n'hésitez pas à recourir aux services. Il y en a, hein, comme la QDR. On est très intéressés à la QDR. Ils sont juste méconnus. Parce qu'on fait, écoute, on fait des recommandations, on fait des revendications régulièrement. Puis quoi son prénom, cette madame-là? Là? Manon. Manon, oh boy. Oh boy. Je vais être une ressource pour ça, moi, là. Allez voir. Donc, puisque je pense que beaucoup d'entre vous êtes des proches aidants, hein, je voulais qu'on
prévoient là, un moment pour ça, parler des proches aidants, qui sont les proches aidants. Bon, là, je vous ai mis la définition gouvernementale, hein, mais là, nous, on parle beaucoup, je pense, de proches aidants, de personnes aînées, parce que, bon, c'est pas les mêmes rôles nécessairement, les mêmes tâches, là, quand on est proche aidant d'une personne adulte qui travaille ou d'une personne qui est plutôt en perte d'autonomie. Puis notamment, c'est que la perte d'autonomie, souvent, c'est progressif, hein, c'est pas... donc, ça va mener le proche aidant à assumer de plus en plus de responsabilités. Donc, c'est ça. Au soutien à domicile, c'est souvent les conjointes ou bien les enfants, les personnes âgées là, qui sont les proches aidants. C'est avec eux qu'on travaille le plus. Mais bon, ça peut être un ami, ça peut être un autre membre de la famille. Mais moi, dans mon expérience au CLSC, c'était beaucoup là, ces personnes. Puis donc, en fait, ce qui est important, c'est de se reconnaître proche aidant aussi. Parce qu'on ne devient pas proche aidant de la même façon qu'on devient parent. Hein, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a un bébé dans les mains, on sait qu'on est parent et qu'on a la pleine responsabilité de ce petit bébé. Par contre, proche aidant, c'est pas comme ça se fait tout doucement, progressivement. Puis au début, ça peut être simplement apporter une aide à son proche, son conjoint, son parent, rendre un service finalement qu'on considère normal de faire. Mais avec la perte d'autonomie qui grandit, les responsabilités du proche aidant peuvent elles aussi être grandissantes. Donc, finalement, au début, si c'était peut-être naturel, hein. Avant, on appelait les aidants naturels. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là. Maintenant, on parle de proches aidants. Parce que justement, les aidants naturels, on peut revendiquer ça puis voulu faire comprendre que c'est pas nécessairement si naturel que ça de s'occuper de son proche aidant qui a besoin de services, qui a besoin qu'on le nourrisse, qu'on gère toute sa médication, qu'on gère son argent, qu'on lui donne son bain à tous les jours. Hein. C'est une tâche qui peut être très, très demandante et très lourde aussi. Donc, c'est ça, ils ont changé le terme d'aidant naturel pour les proches aidants. C'est une petite parenthèse. Oui. Est-ce que le travailleur social prend le temps, lorsqu'il s'occupe d'un aidant, voir la frontière où le danger se produit? Parce que souvent, l'aidant ne le voit pas, parce que c'est de jour en jour, la petite graine qui accumule. Le danger pour qui? Pour le proche aidant? Pour le proche aidant. Oui. Ouais. Ça fait partie du rôle, justement, de la travailleuse sociale. Puis en lien, comme je voulais justement vous parler des besoins des proches aidants, hein, d'être informé puis d'être soutenu dans son rôle. Tout ça dans un but de prévenir l'épuisement du proche aidant. Puis ça, c'est vraiment le rôle de la travailleuse sociale parce que on en a besoin, les proches aidants, ils viennent vraiment, ils compensent là, les services que le gouvernement ne peut pas fournir. Donc, le but, c'est d'identifier ses limites aussi. Hein, puis, c'est normal d'avoir des limites comme proche aidant. Parce que, comme je le disais, c'est pas si naturel que ça, de devoir prendre en charge à 100% quelqu'un qui diminue dans son autonomie. C'est très demandant, surtout quand c'est notre conjointe, on peut supposer que le conjoint, il a pas mal le même âge. Donc, le conjoint, c'est une personne vieillissante aussi. Donc, vous aussi, comme personne âgée, on est plus fatigué, vous perdez aussi, c'est ça, certaines capacités physiques, c'est ça. Donc, c'est ça le rôle de la travailleuse sociale, c'est de sensibiliser le proche aidant à ses besoins, identifier ses limites, puis aussi pas porter toute cette responsabilité sur ses épaules, sans culpabiliser non plus, hein, parce que on voit des fois des conjoints, là, ils veulent pas abandonner leur conjointe, ils veulent pas la mettre en résidence parce que c'est ensemble jusqu'à la fin, puis c'est très beau, c'est très noble, mais en même temps, c'est correct d'avoir ses limites puis de vouloir prendre soin de soi, parce que si le proche aidant s'épuise, il n'y en aura plus de proche aidant. Donc, c'est pas ça qu'on veut, on veut pas en arriver là. Donc, c'est ça que la travailleuse sociale a comme travail. Parce que moi, à date, depuis 10 ans, je n'ai pas trouvé de la part du travailleur ou de la travailleuse sociale dire comment vous sentez-vous. Moi, c'est moi qui leur disais, savez-vous quand je suis bien? Quand je dors. Puis, j'ai pas trouvé, moi, malheureusement, même. Je n'irai pas loin, vous avez le droit à des vacances. Mais jamais qu'un travailleur social me dise, là, je pars 3 semaines. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose, on vous donne des numéros pour référer. Non, t'arrives tôt, fait accompli. Il n'est pas là.
Là, tu es pogné avec ton problème, parce que ton problème il est toujours dans les 24 heures. Là. Les urgences, on ne les prévoit pas. C'est ça. Là. Ben, je suis un peu déçue, désolée d'entendre ça, que ça se passe comme ça là, pour vous. Ben, là. Personnellement, c'est pas ce que je connais, moi, de ma pratique. Ben, moi, c'est pas arrivé. La travailleuse sociale, elle m'a dit, comment allez-vous, Mme Poulin? Ben, j'ai dit, là, jusqu'à là, ça va bien. Elle dit, n'oubliez pas, est-ce que si vous vous sentez mal, là, elle dit, oui. Elle me l'a demandé, moi, Ben, c'est ça. Hein? Ben, moi, j'en avais passé Il y a toutes sortes d'intervenants. Une, c'était cause une jambe, l'autre était enceinte, un autre partait pour un autre domaine. Il y a une réalité, il y a un roulement. Il y a un routing très fort. C'est sûr que le roulement, ça a la limite des fois de créer son lien avec votre travailleuse sociale, là, mais vous, comme vous faites, n'hésitez pas à appeler, puis à demander, puis à dire que vous avez besoin de cette aide. Puis au-delà aussi du CLSC puis de la travailleuse sociale, bien, il y a d'autres ressources encore là communautaires pour les proches aidants, dont la mission, c'est vraiment spécifiquement aussi le soutien aux proches aidants, les groupes de parole, les groupes de partage, le répit. Donc, il y a d'autres organismes. Puis nous, comme travailleuse sociale, oui, on est là pour soutenir, mais on va aussi quand même des fois vous diriger vers ces organismes-là qui vont être davantage spécialisés ou qui ont vraiment comme mission unique, les proches aidants. C'est que c'est très, comme je l'ai nommé, c'est très large, là, les rôles, puis les tâches, puis ça va très vite aussi, là, ce milieu-là. Donc, ça peut parfois mener le travailleur social à aller plus vite, mais si vous l'interpellez, il est là pour ça aussi. Oh oui, oh oui. Donc, n'hésitez pas. Là. Vous savez, légalement, vous savez sûrement ça, que quand on a des personnes qui ont toutes ils n'ont pas de problème cognitif, ils ont toutes lucidé, on veut les déplacer. Même vous suggérez de déplacer une personne, vous changez d'endroit de RPO, whatever, bien, il faut que la personne accepte, parce que légalement, je peux pas la sortir, vous ne pouvez pas la sortir de là si elle n'accepte pas légalement. J'en parle un petit peu plus tard, justement, du consentement aux soins puis de l'aptitude à consentir aux soins. Puis là, juste pour finir ce petit bout-là, ben, pour normaliser des difficultés que les proches aidants aussi là, peuvent rencontrer, hein, ben, il y a les deuils. C'est beaucoup de deuil. En fait, le deuil des capacités de la personne qu'on aide, de notre proche. Hein, puis, avec les troubles cognitifs, la personne peut être menée à changer aussi un peu au niveau de sa personnalité ou elle se souvient plus de nous. Donc, c'est beaucoup de deuil. Même si la personne est encore à côté de nous, ben, elle change, elle perd des capacités. Donc, ça, c'est une des difficultés là, qui peut être rencontrée par les proches aidants. Le refus de collaborer de la personne, hein, ça, c'est ça souvent quand on est dans un contexte aussi de troubles cognitifs, les gens n'ont pas conscience de leur propre perte. Donc, ils refusent de collaborer, puis justement, avec la question du consentement aux soins, ça peut être des obstacles des fois, puis des freins là, à la mise en place de services. Bon, il y a quand même moyen de faire quelque chose, on pourra en parler, là. Puis, comme je le disais plus tôt, là, la lourdeur des responsabilités, c'est ça. Ça peut être proche aidant, ça peut être faire une épicerie par semaine, puis c'est ça, mais ça peut être aussi une prise en charge là, des biens, de toute la personne, de ses rendez-vous. Hein. C'est comme finalement gérer la vie de la personne étant administrateur. Mais c'est pas une obligation non plus. C'est ça. Ça peut paraître normal parce que c'est un rôle social finalement, hein, d'aider son conjoint, d'aider ses parents. Mais au-delà du rôle social, il y a quand même des limites. Tout le monde n'est pas appelé à être un garde-malade, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à aller demander là, du soutien des organismes ou du CLSC. Juste pour faire du pouce, autrement dit, sur avoir du répit, là. Par bout, autrement dit, comme proche aidant, moi je me considère comme un proche aidant, je ne retrouve pas naturellement les attitudes pour reconnaître ce que je fais pour la madame. Ça doit être, autrement dit, justement, de l'aide qu'on peut obtenir pour avoir... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis pas certaine d'avoir compris. En d'autres mots, on veut bien, autrement dit, aider la personne. Par contre, on n'a pas, justement, la reconnaissance de sa part, autrement dit, par rapport... Oui, c'est un rôle très ingrat, là. Pardon? Oui. Non. De la personne que vous aidez. Oui. Oui. C'est normal. Oui. Parce que si elle ne reconnaît pas ses difficultés, elle ne réalise pas qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de vous. Vous le savez que vous êtes indispensable,
Mais c'est ça, une des grosses difficultés, c'est le deuil finalement, puis le refus de l'autre de reconnaître le déni des difficultés. Le réflexe qu'on peut avoir, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus, on essaye d'être là, mais pas plus qu'il faut. Ils ont besoin. C'est ça. Ils ont besoin. Ben oui, on essaye de doser ça. C'est correct d'avoir des limites, mais vous pouvez à ce moment-là justement demander les services pour ne pas laisser la personne là, qui a besoin de quelque chose. C'est beau. Mais le travailleur social va aussi vous aider à aller chercher d'autres aides, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes. Puis si on ne va pas les chercher, des fois les gens ne vont pas se manifester, mais si on va les chercher, on peut se rendre compte que finalement, j'ai plus d'aide que je pense, puis il y en a qui sont prêts à aider. Mais ça peut être difficile de mobiliser les différents. C'est ce que je voulais entendre. Merci. Bon. Ouais. C'est ça, vous n'êtes pas le seul, puis ça ne repose pas sur vous uniquement. Là. Il y a toujours d'autres personnes, d'autres acteurs disponibles pour vous aider. Donc là, j'ai listé quelques organismes. Oui, une question. Vous prévoyez terminer à quelle heure? C'est vers 11h30, puis j'approche de la fin. Après, je voulais parler un peu finalement, surtout des mesures de représentation, si c'est quelque chose là, qui peut vous intéresser. Là. Puis... Votre PowerPoint à chef comme ça? Oui. OK, merci. Donc là, j'ai listé quelques organismes et je pourrais en rajouter là, quand je vous enverrai le courriel. Là. Donc, l'appui des proches aidants, je pense que vous devez connaître là, ici à l'AQDR. Donc, sur leur site, il y a moyen là, de faire une recherche selon les services dont vous avez besoin. C'est un bottin de ressources. Puis, ils ont aussi une ligne téléphonique qui s'appelle Info Aidant, où si vous, en tant qu'aidant, justement, vous voulez un peu partager vos difficultés, avoir un soutien, puis être orienté, ben eux, ils ont vraiment une ligne de soutien téléphonique. Là. Donc, c'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un au bout du téléphone quand on se sent seul dans nos responsabilités. Puis, c'est ça. Il y en a d'autres. Puis après, selon chaque territoire, ça va être différentes coopératives. Il y a généralement une coopérative de services dans chaque territoire. Beauport, Sainte-Foy, Cap-Rouge. La Société Alzheimer pour les proches aidants. Donc, eux, ils vont offrir du répit. Ils ont un centre de jour. Donc, les centres de jour, ça permet aux gens la personne là, qui a besoin d'être gardée. Elle va au centre de jour une demi-journée. Donc, là-bas, il y a des activités de groupe, de motricité, donc des activités là, stimulantes. Puis, ça permet d'avoir ce moment-là de libre pour le proche aidant. Donc, ça aussi, le CLSC en a. Là. Par le CLSC, c'est possible d'avoir accès au centre de jour qui donne du répit. Le baluchon Alzheimer, c'est que là, si vous voulez vous absenter quelque temps, mais que votre proche a besoin d'une présence là, à domicile, baluchon Alzheimer, c'est quelqu'un qui vient avec son baluchon qui dort à domicile pendant quelques jours, jusqu'à 14 jours, si je me souviens bien. Donc, il va assurer l'ensemble des tâches, se préparer à manger, donner la médication. C'est une personne qualifiée, là, évidemment, qui vient offrir le répit à domicile. Bon, le Centre Bonne Entente, c'est un autre centre de jour. Comme je vous dis, là, c'est vraiment juste un échantillon de toutes les ressources qui existent. Il y en aurait trop, donc je n'ai pas pu toutes les lister, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'appeler, parce qu'il y a tellement de ressources, là, puis souvent, elles sont méconnues. Donc oui, la travailleuse sociale peut vous orienter, mais même si vous n'avez pas de travailleuse sociale, c'est possible là, de trouver ces ressources-là. Oui. Il y a aussi la possibilité d'aller sur le site de l'appui Capital National qui décrit les organismes qui sont financés pour le répit. OK. Fait que ça aide des fois, parce qu'il y en a beaucoup qui obtiennent des financements pour le répit. Fait que ça vous donne la plateforme, tous les organismes qui en donnent, parce qu'on ne pense pas, mais il y en a beaucoup qui sont subventionnés pour faire du répit. Fait qu'à ce moment-là, vous les appelez. Vous l'appelez comment? Allez sur le site Internet de l'appui Capital National, checker les organismes subventionnés pour faire du répit. Puis il y en a énormément. Parce que ça vous donne un peu... ça fait un petit tour d'horizon. Puis là, vous savez que vous pouvez appeler là pour avoir du répit. Puis même, vous pouvez reporter la personne là, mais il y a des gens qui peuvent venir aussi. Il y a eu beaucoup d'argent consenti pour le répit. Oui. C'est vraiment un des besoins principaux des proches aidants d'obtenir du répit parce que vous êtes proche aidant, mais vous êtes quelqu'un aussi là, qui a une vie, des projets, des activités, donc c'est un besoin là, vraiment important. Donc,
n'hésitez pas à recourir au répit. Bon, donc ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai copié 2 fois. Hein? Les ressources juridiques? Oui, bon là, c'est ça, c'était un autre sujet dont je voulais parler parce que c'est quand même quelque chose qui peut susciter beaucoup de questions comme les proches aidants, puis qu'on se retrouve parfois à avoir la responsabilité des biens, de la gestion des biens, puis je vais vous nommer les principales mesures ou moyens de représenter une personne. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je veux pas que ce soit trop confus parce que c'est il y a beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Donc je vais y aller là, assez sommairement, mais quand même avec l'essentiel à savoir. Donc c'est ça, il y a des mesures judiciarisées. Ça, c'est quand ça doit passer par le tribunal. Il y a aussi des mesures non judiciarisées qui ne nécessitent pas de passer par un tribunal pour avoir l'autorisation de faire une démarche pour quelqu'un. Donc, il y a le fameux mandat de protection. Avant, on l'appelait le mandat en cas d'inaptitude. Donc, ça, c'est à prévoir, à rédiger. C'est souvent notarié. C'est à faire avant d'être inapte, évidemment. C'est notarié. C'est pas souvent, c'est notarié. Oui, c'est notarié. Après, il y en a qui le font devant 2 témoins. Il y a cette possibilité-là aussi. C'est toujours mieux d'avoir ça que d'avoir rien du tout, parce qu'au moins, ça manifeste quand même les volontés de la personne. Donc, le mandat de protection, c'est ça. C'est à prévoir avant l'inaptitude. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de le faire homologuer. L'homologation du mandat, c'est quand on veut que le mandat entre en vigueur. Ça veut dire que là, l'inaptitude de la personne a été constatée. Puis pour ça, ça prend une évaluation du travailleur social et du médecin. Donc ça, c'est inévitable. Ça prend absolument ces 2 évaluations-là pour faire homologuer le mandat. Donc c'est possible de demander à une travailleuse sociale ou CLSC, mais c'est aussi possible de diriger vers les travailleuses sociales ou privées. C'est sûr que là, il y aura des coûts, mais ça peut éviter une attente quand des fois c'est un besoin qui est urgent. Donc voilà. Ensuite, il y a la tutelle. La tutelle, c'est quand il n'y aura pas de mandat. Donc, des fois, ça arrive que les gens n'ont pas prévu un mandat de protection, mais ils en viennent à être inaptes. Puis si elles ont un patrimoine, une maison à vendre, puis qu'il n'y a pas de mandat, bien là, il faut faire une tutelle. Donc là, on va nommer un tuteur. Généralement, la tutelle est privée. Ça veut dire que c'est un proche de l'entourage qui assume ce rôle. Un peu comme un mandataire. C'est juste qu'il n'a pas été nommé par la personne, mais on va essayer toujours de trouver la personne dans l'entourage la mieux placée pour être le tuteur. Si vraiment il n'y a personne qui veut le faire, ben là, il y a les tutelles publiques. C'est ça, les tutelles publiques, donc ça va être quelqu'un au niveau du curateur public qui va prendre cette responsabilité. Là, je vais pas m'étaler là-dessus, mais avant, on parlait aussi de curatelle. La loi a changé là, avec le projet de loi 18. Il n'y a plus de curatelle, maintenant il y a juste des tutelles. Donc, c'était dans le but de laisser le plus de droits, finalement, aux personnes inaptes. Là, on module la tutelle, puis on vient vraiment préciser ce qu'elles peuvent encore faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Donc, voilà, on parle uniquement de tutelle maintenant, là, tutelle aux majeurs. Puis, on va faire une tutelle, c'est ça, en l'absence de mesures de mandat, ou si on juge que pour protéger la personne, si on juge que le mandataire n'est pas vraiment apte à assumer ce rôle, si on craint une situation d'abus de la part du mandataire, bien, la travailleuse sociale peut recommander que ce soit une autre personne, puis à ce moment-là, on va mettre en place une tutelle. Puis une nouvelle chose aussi, ça a été ajouté là aussi lorsque la loi du curateur public a changé, la représentation temporaire. Donc ça, c'est aussi quand la personne est inapte, mais qu'on a juste un acte à accomplir. Par exemple, on veut vendre la maison, mais on ne pense pas que la personne, suite à la vente de la maison, va avoir besoin d'être sous tutelle. Mais on peut demander une mesure temporaire où là, on va nommer un mandataire pour accomplir l'acte en question, comme la vente de la maison. Mais ça prend fin après que la maison soit vendue. Donc, la personne ne sera pas sous tutelle par la suite. Parce que le but, c'est pas de mettre les gens sous tutelle, on veut laisser le plus possible leurs droits aux personnes, mais en même temps, quand il y a un besoin de protection, c'est nécessaire. C'est souvent le patrimoine de la personne qui va déterminer si on doit mettre en place là, une mesure de protection. Donc là, j'y suis allée sommairement. Est-ce qu'il y a des questions?
c'est très dense comme sujet. Hein? Ouais. Donc, on arrive à la fin aussi, puis je voulais vous parler pour la suite des mesures qui sont non judiciarisées. Donc, les mesures d'assistance. Donc, ça, c'est quand la personne est encore apte, mais qu'elle a besoin d'aide quand même. Donc, elle peut nommer une personne qui va la représenter. C'est quand même attesté, là. Ça passe par le curateur public. Donc, lui, il s'assure quand même de rencontrer la personne, de vérifier les liens, ses intentions, avant de la nommer comme la personne qui assiste. L'administration par un tiers, le mandat domestique, ça c'est pour les couples mariés. C'est que d'emblée, la loi là, va reconnaître un pouvoir au conjoint, même au conjoint de fait aussi, là, pour l'accomplissement de certains gestes là, de représentation. Puis la procuration générale aussi, là, qui peut être notariée. En principe, la procuration est bonne tant que la personne demeure apte. Donc, si la personne est inapte, c'est que la personne doit être capable de garder un œil sur ce que la personne fait, là, mais ça peut quand même fonctionner là, à plus long terme, une procuration générale. Bon, puis là, on arrive à la fin. C'est ça, en fait, il y a vraiment une question d'aptitude puis d'inaptitude qui est importante quand on travaille, là, quand on parle de perte d'autonomie, c'est de voir est-ce que la personne est encore capable de choisir pour elle-même. Puis, si une personne est apte, on peut trouver qu'elle ne fait pas des bons choix, mais elle est encore apte. Hein? Donc, il faut vraiment que l'inaptitude soit constatée pour agir un peu là, sans lui demander son avis, son consentement. Puis, dernière chose, le consentement aux soins. Une personne peut être inapte, mais avoir quand même le droit de consentir aux soins, puis vice-versa. Une personne peut être encore apte d'un point de vue légal, mais inapte à consentir à un soin. Donc ça, c'est comme quelque chose, c'est un droit qui est distingué, qui est mis à part. Pour chaque soin, il faut s'assurer que la personne comprend les enjeux du soin, puis elle a le droit de refuser parce que ça fait partie là, des droits là, sur la loi, la L4S, là, donc le droit de consentir ou non à un soin. Donc tout ça, c'est des choses là, que les professionnels vont évaluer avec vous là, avant de passer, là, de prendre une décision. Là. Mais c'est pas toujours facile avec des personnes là, qui ont des troubles cognitifs là, qui s'installent progressivement. Donc voilà, oui, j'en arrivais là, justement, aux questions. Bon. Oui, avant de passer aux questions, là, pour la première fois, je voudrais vous demander votre autorisation, si on peut prendre encore 5 minutes, parce que nous sommes arrivés au terme de notre temps habituel. Donc, si vous le permettez, nous prenons encore 5 minutes d'échange. On peut aller? Oui. Objection. Ben non, allez-y, voyons. Oui, ben merci. Madame. Merci de votre présence. Bonjour. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, à la prochaine. Oui. Un élément qu'on n'entend plus parler, et qu'on est dedans encore au Québec en 2024, c'est la désinstitutionnalisation. Tu avais, mettons, comme en psychiatrie, là, du monde qui était à Robert-Fort et quelque chose était quelque part. Puis, moi, je connais un schizophrène qui a été en hébergement, électrochoc, puis etc., ben des années, puis tout ça. Puis, il disait ça, il a été, la star, il est bien correct, médicaments, puis il n'y a pas de problème, tout ça, il vit sa maison, il est bien correct, ça. Il a connu ça, il était dedans. Puis là, il disait qu'il travaillait avec un prêtre, puis il faisait des conférences un peu partout pour promouvoir la désinstitutionnalisation. Puis, comme il disait, c'est que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de budget pour la désinstitutionnalisation. Mais une fois que la désinstitutionnalisation a été faite, il n'y avait plus de budget. C'est pas dans les sans-abri, puis tout ça, il y en a beaucoup qui ont des problèmes psychiatriques. Ça, on n'en parle pas. J'étais travaillé en urgence en psychiatrie, agent de sécurité. Il y avait quelqu'un qui essayait de monter sur une civière pour aller fermer une fenêtre qui n'existait pas. Bon. Puis, j'ai vu, camisole de force, c'est pas comme on voit à la TV, là, tu sais, c'est vraiment spécial tout ça. Mais ça, là, il n'en parle plus de ça, des institutionnalisations. Quelqu'un qui a des problèmes,
Ben, ça s'appelle débrouille-toi. Tant mieux s'il y a une famille, parce que là, ici, on parle aujourd'hui d'état naturel, etc. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des proches, qui a des parents, des pères, des mères, des enfants, des frères, etc. Quelqu'un qui n'a pas ça, ou très éloigné comme parenté, lui, le gars, il est fait à l'os, tu sais. Bon, heureusement, je dis heureusement parce que ça coûte bien moins cher au gouvernement, il y a l'aide à mourir. Ça, on sauve beaucoup d'argent avec ça. Je suis un peu cynique, là, pour m'excuser. Bon. C'est ça, pareil. Mais t'arrives, je connais une fille qui s'est suicidée il y a 2 ans en s'égarochant en bas du pont de l'île d'Orléans. Elle était très malade et puis elle avait appris qu'elle avait une maladie dégénérescente. Suicider, ça paraît. Ça veut dire on a de la misère avec ça, mais aide à mourir, ça passe. C'est touché comme question, puis j'espère que la réponse va être complète, mais il partit de revoir, de repenser des institutionnalisations, etc., etc. Là, vous parlez du retrait du gouvernement, l'implication du gouvernement dans la prise en charge. Ouais. C'est dur à répondre comme question, c'est très politique en fait, il y a beaucoup d'enjeux politiques. Mais il y a des besoins quand même. Oui, tu as raison, mais moi je pense que cette question-là, madame, est super fun, là, je l'ai adorée, mais elle ne peut pas répondre, parce que là, c'est une grosse question, c'est un enjeu de société, parce qu'on a fait un virage total, puis il y a des impacts de ce virage-là, tu t'en parles, il faudrait mesurer les impacts par rapport à ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce que ça coûterait, puis etc., etc. Mais c'est sûr que c'est une question à aborder, parce que c'est un enjeu. Tu as raison, il y a de plus en plus des gens un peu pas trop bien, des itinérants, c'est dur la société maintenant. Il faudrait revoir un peu tout ça. Mais ça, c'est une demande qu'on pourrait faire en décrivant la société actuelle, les choses qui ne marchent pas, puis en disant, ben avez-vous pensé à regarder c'est quoi, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Mais madame, elle ne peut pas répondre à ça, c'est une grosse question. Oui, c'est une grosse question. Très rapidement, je vais rajouter d'autres choses. Si jamais ça m'arrivait, j'aurais qu'à aller casser plein de vitres dans les magasins, donner la volée aux femmes, c'est plus facile de battre des femmes que des hommes, puis là, je serais de la prison. Ça fait que là, en prison, je serais nourri, logé, pas de problème. Mais si je ne fais pas ça, ça s'appelle crève dans la rue. C'est de la misère avec ça aussi. Non, mais tu as raison. C'est cru ce que tu dis, mais tu as raison. Puis tu sais, j'ai envie de dire, vous voyez, je pense que vous le connaissez mieux, l'historique du système de santé. Hein, vous le connaissez depuis plus longtemps que moi, hein, parce que vous avez vu les changements. Moi, je suis plus jeune, j'ai moins assisté à ça, puis vous l'avez vu, le changement dans le système de santé, puis les grosses coupures qu'il y a eu, puis il y a une réalité de manque. En fait, on revient souvent à parler de l'argent, finalement. Il y a des besoins, mais c'est parce qu'il manque. Ça me dit qu'il y a encore d'ouvrage à faire. Bien, l'intention, là, dans le temps du docteur Latueux, très bien, c'était pour libérer certains patients qui étaient pris en charge, qui pouvaient s'occuper d'eux. Et là, à un moment donné, c'est le bureau d'affaires qui nous dit, si on envoyait un peu plus dehors, tant mieux si on n'en parle pas. Ben, c'est ça, je ne dis que vous donnez raison. C'est pas facile non plus de travailler dans ce milieu-là. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions plus en lien peut-être avec vos situations de proches aidants ou... Non, peut-être un rappel. Alors, si jamais vous avez des difficultés, autrement dit, avec des professionnels, Madame Manon, autrement dit, elle va connaître quelqu'un, autrement dit, qui va l'aider. Non, mon rôle à moi, c'est que lorsque vous téléphonez, je vais faire des recherches pour vous diriger au bon endroit. Ah. C'est mon rôle. Ce que je veux dire, autrement dit, je vais partager mon expérience avec les professionnels, OK, qui pourraient vous aider éventuellement. Contre des avocats, contre des notaires, contre justement des orthésistes. J'ai fait un bon bout de chemin, alors si vous faites appel à... S'il y a des gens qui font appel à vous, je serai une ressource au besoin. Mais pourquoi pas, monsieur? Ben oui. Avec tout votre acquis, là, avec toutes vos affaires, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, dans le fond, autrement dit, on est en groupe à l'heure actuelle pour s'entraider, là. Oui. Mais aussi, autrement dit, de trouver des ressources, autrement dit, qui... Ouais.
sont ici autour de la table. Ils sont cachés, Hein? Ben, moi, j'ai passé à travers tout le processus d'homologation de mon conjoint. Ben, tu les pourrais affaires, aider. tout ça. T'es intéressé? Comme on dit, j'ai fait mon cours psychosocial sans. Ah, ben c'est beau. C'est ça, c'est les expériences personnelles Les souvent qui expériences nous apprennent. qu'on On apprend sur le tas, comme on dit. C'est le cas de dire. Mais j'avais une travailleuse aussi, la personne qui a fait l'évaluation de mon conjoint, Mais tu l'as payé. je l'ai payé. Mais ça a été Mais les connaissances qu'elle m'a données, c'est avoué. Ben oui, c'est ça payé. C'est pour ça que c'est bien les groupes de proches aidants, parce qu'il y a plein d'informations qui peuvent s'échanger. Alors, On connaît pas mal. On voudrait terminer en remerciant Madame Raphaël de Rideau pour l'information que j'ai vu que ça vous suscitait des questions. Puis chaque personne aussi a une histoire, puis est capable de répondre. Mais entre-temps, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous aider. Le mouvement AQDR, parce qu'on fait partie d'un grand mouvement qui s'appelle les AQDR, on avait fait faire un document qu'on a ici qui parle vos droits en santé, services sociaux, vos droits dans votre milieu de vie, vos protections juridiques, votre droit de vieillir avec dignité. Il nous en reste des copies qui sont encore à date. Alors, Sadiki en a sorti des copies. Alors, moi, je vous recommanderais d'en prendre parce que ça a été très bien fait. L'Université Laval a validé l'ensemble des données parce qu'on fait toujours faire ça. Et puis, ils sont vraiment encore justes. Puis, plus que ça, s'il y a des questions là-dedans qui vous interpellent, on peut vous donner des conférences. On a l'Université Laval qui nous aide, on connaît quand même ça, puis on pourrait faire une petite conférence sur des sujets précis. Mais ça, prenez ça, puis prenez la peine de le lire, regardez toutes les affaires, puis si à un moment donné, bien, il y a des questionnements précis qui vous interpellent, vous appelez, puis on va voir. On va vous répondre en particulier, puis on pourra faire quelque chose au niveau global. Fait que merci. Vous êtes patiente et intéressante. Oui, je voudrais qu'on termine avec une information. Nos activités se poursuivent pour le mois d'août. Alors, après cette conférence de Raphaël, nous aurons une autre rencontre le 29 août prochain. Une conférence sera consacrée à la question des impôts, les impôts pour le soutien à domicile. Alors, ce sera la conférence du mois d'août. Une note vous sera envoyée comme d'habitude. Comme Madame Gagnon l'a dit, il y a un ensemble de questionnements très importants qui sont soulevés lors de nos rencontres. Ces questions sont importantes, par exemple la question de désinstitutionnalisation qu'on a abordée tout à l'heure, la question de régulation des prix des logements. Il me semble que l'AQDR est aussi pour ce genre de questions dans son altercation avec le ministère. Donc ne pensez pas que ces questions sont tombées dans l'eau, elles sont prises en compte, elles nous permettent de nous réajuster dans les conférences. Elles permettent aussi à Madame Gagnon de penser ces prochaines rencontres pour en parler à qui de droit. Donc je vous remercie et bonne continuation dans les vacances.